autour de ces plateaux. C'est le moins qu'on puisse dire, Mathieu Hocquin. Tout à fait. On se souvient notamment pour le cas de la maman d'Enzo aussi, qui avait justement demandé, exactement, qui a demandé un soutien de la part du gouvernement. Moi, à la limite, le fait que le gouvernement ne soutienne pas la famille me choque vraiment profondément. Et ce qui me choque d'autant plus encore, c'est toute une partie de la gauche, notamment, vous aurez pu passer le tweet de Monsieur Faure, qui a commencé en fait. Je comptais le passer, mais je vous en prie, on va peut-être le voir au moment où vous en parlez, justement. On va peut-être le passer, mais effectivement, moi, là-dessus, c'est indicible. Je pense que la gauche a perdu sa boussole sur tout ce qui est diagnostic sur la barbarisation de la société. Et véritablement, on voit le tweet de Olivier Faure. Je ne peux même pas le lire parce que un criminel, je vais le lire moi, parce que c'est important de donner toutes les informations. Un criminel doit être condamné pour ses crimes, qu'il s'appelle Oumar, Francis, Michel, Émile, Guy ou Patrice. La barbarie, la perversion, le vice n'ont ni couleur de peau, ni nationalité, se servir d'un acte odieux pour sous-entendre que les immigrés sont des violeurs et racistes. Déjà, il y a un premier point, c'est qu'il ne parle pas de la victime. C'est pas un mot pour la victime, c'est vraiment catastrophique. Vous comprenez pourquoi j'évoquais cette dimension politique autour de cette triste affaire, et on doit penser à la victime avant toute chose. Complètement. C'est la victime avant tout, c'est l'entourage, c'est le personnel soignant qui l'a accueilli, qui est en première ligne par rapport à ça. Le deuxième point, c'est que par rapport à ce que dit M. Faure, l'idée, c'est pas de pointer un prénom et une origine par pur plaisir, c'est de poser un diagnostic sur ce qui devient des faits de société. Il y a des chiffres qui sont quand même alarmants. On sait par exemple que 97% des agressions sexuelles sont commises par des hommes. Ça, c'est un fait, donc il faut poser le diagnostic. Par contre, on sait aussi que 63% des agressions sexuelles dans les transports en commun en Ile-de-France sont le fait d'étrangers. Donc il faut aussi poser le diagnostic. Si vous ne posez pas les bons diagnostics sur l'état de la civilisation française, sur l'état de la société, vous ne serez pas en capacité d'apporter les bonnes réponses et les bonnes solutions de politique publique pour pouvoir répondre aux malheurs de toutes ces victimes et de tout leur entourage qui souffrent véritablement toute leur vie. Et ça, en tout cas, on est obligé de le constater. Naïma, ce témoignage également d'Aurélie. Surtout, c'est qu'il couvre en fait l'ensemble du malaise de la fonction des policiers aujourd'hui dans la société, qui est un malaise à la fois sur les questions matérielles et les questions immatérielles. Sur les questions matérielles, effectivement, ce qui est bien dans la une dans le document du JDD, c'est que, dans le papier du JDD, pardon, c'est que on peut se plonger en fait dans le récit de vie d'un policier. Quelle est la vie d'un policier aujourd'hui ? C'est un salaire plutôt faible, en tout cas plus faible que les autres pays européens. C'est des conditions matérielles au poste de travail, donc qui se sont dégradées, les commissariats s'étant dégradés, les conditions d'intervention aussi qui se sont dégradées, puisque par exemple les voitures de la police se sont renouvelées tous les 7 ans en France, alors que c'est tous les 4 ans en Allemagne, et que les délinquants peuvent ensuite faire les kékés et les caïds avec des Mercedes à 70 000 ou 80 000 euros. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est sur les sujets immatériels, et c'est quel amour l'État et les responsables politiques peuvent donner aux policiers, peuvent donner aussi aux autres personnes qui représentent l'autorité de l'État, les professeurs, etc. Et donc, de fait, de pouvoir répondre au malaise existentiel des policiers, qui, il faut le rappeler, est un métier de vocation. Et je vous renvoie. Je rejoins totalement ce que vous dites. Sur les accords, il y en a déjà. La France a déjà des accords d'immigration avec un certain nombre de pays d'Afrique. Et justement, c'est plutôt des accords. Mais on a le sentiment que c'est l'Italie qui a pris le lead sur le dossier. Absolument, on a le sentiment que c'est l'Italie qui a pris le lead. Exactement. La France, justement, ces accords-là sont défavorables à la France. Le deuxième point que je vois, c'est qu'effectivement, il y a l'exemple aussi du Royaume-Uni qui avait fait ça avec le Rwanda. Là, c'est pas avec les pays de départ, mais c'est les pays qui sont dits plus sûrs pour pouvoir justement expulser certains déboutés du droit d'asile ou d'autres personnes qui n'ont pas lieu de siéger au Royaume-Uni. Donc ça, c'est des sujets qui sont intéressants. Là où le reportage le démontre, c'est qu'il y a une action qui doit être prise à l'échelle européenne sur 2 volets. Le premier, c'est effectivement limiter les entrées. Donc là-dessus, on a la question des hotspots dans les pays étrangers. Mais pas que, il y a aussi Frontex dont les moyens devraient être renforcés, parce que de toute façon, Frontex est une coquille vide. Et le deuxième point que je vois, c'est pour expulser pour exécuter les expulsions. Et là-dessus, on n'a pas non plus besoin c'est pas un sujet qui est que européen, c'est aussi un sujet qui est franco-français. On a 20% des OQTF qui sont bloqués par des vices de forme. Donc ça, c'est le problème de l'administration. Et là-dessus, on a formulé, nous, des propositions dans notre think tank, le Millénaire, justement. On a une vingtaine de propositions sur les OQTF, mais c'est un vrai sujet qui n'est pas que européen, qui est aussi français. Le mot... Que ça soit mais je sentais que vous alliez faire une petite passe en retrait à Mathieu Hocquin. Ouais, moi je pense qu'effectivement, ce rabibochage entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, tout le monde est content en fait de ce rabibochage. D'une part, pour Kylian Mbappé, déjà, ça lui permet de rester un an de plus en France
au Paris Saint-Germain jusqu'à l'Euro 2024 et les Jeux Olympiques qui se joueront en France. Donc c'était une partie de son plan de carrière. Donc Kylian Mbappé est content et satisfait là-dessus. Niveau financièrement, il doit s'y retrouver aussi avec éventuellement une revalorisation de son contrat. Le Paris Saint-Germain, lui aussi, est content aussi de prolonger Kylian Mbappé. Surtout qu'il est content pour une seule raison, parce que en fait, toutes les conditions, le PSG connaît toutes les conditions pour garder Mbappé. Les conditions pour garder Mbappé, il les avait déjà dites en 2019 lors de la remise de son trophée UNFP de meilleur joueur de la Ligue 1. C'est une équipe centrée autour de lui au cœur du projet, prendre des responsabilités. Premier point. Le deuxième point, c'est avoir une équipe compétitive et une équipe, si possible, avec des joueurs français. Jacques l'a rappelé, Ousmane Dembélé, il y a peut-être éventuellement Kolo Muani qui sont des internationaux français, et donc une équipe qui soit plus compétitive et qui va pouvoir aider le Paris Saint-Germain, notamment sur le plan offensif, dans la mesure où le match d'hier a été bon au milieu de terrain et en défense, mais sur le plan offensif, il manquait deux joueurs pour pouvoir marquer des buts. Tu as vu cette analyse, Naïma ? Oui. J'ai bien entendu Thierry, mais justement, je ne voulais pas gêner en fait, parce que je savais très bien que mon analyse allait être... Pour ma part, moi ça me perturbe parce qu'en fait, Ségolène Royal, moi j'ai repris son programme de 2017. C'est un programme qui est plutôt à la fois orienté sur une tactique d'aller plutôt vers le centre d'un point de vue tactique politique, et d'un point de vue de contenu du programme politique, c'était plutôt quelque chose de libéral, un peu pro-laïcité, donc sur des thèmes aujourd'hui que la gauche a complètement désertés. Moi, je prends une mesure par exemple du programme de Ségolène Royal, il y avait 65 milliards d'euros d'aide aux entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, qui a quitté le Parti socialiste en 2008, justement à cause de ça, après au congrès de Reims, est-ce que Olivier Faure aussi, qui est sur une logique beaucoup plus socialiste, seront d'accord avec Ségolène Royal, ou est-ce que Ségolène Royal a trahi ses idées politiques ? Naïm Fadel. Oui, effectivement, il est ambitieux et puis aussi il essaye de capitaliser un petit peu sur la dynamique politique qui lui est plutôt favorable dans le pays, parce qu'il y a bien deux sujets à dissocier. C'est les attentes des Français qui sont alignés sur une partie des thèmes de Gérald Darmanin, sur les sujets de sécurité, sur les sujets d'immigration ou d'identité avec la lutte contre les séparatismes. Et par contre, les attentes de la Macronie, où pour le coup, Gérald Darmanin incarne une ligne droitière qui est complètement... dont certains de la Macronie souhaitent invisibiliser parce qu'ils la jugent justement trop droitière et trop autoritaire. Attends, un dernier mot sur le sujet, Mathieu. Oui, très rapidement. Je trouve qu'en plus, cette déclaration, elle va pas dans le bon sens politique parce que, pour le coup, Emmanuel Macron, en 2017, a été élu sur une coalition très très large, justement, avec une grande partie de la France du travail. Il fait plus de 20% au premier tour dans toutes les catégories d'actifs. Or, en 2022, sa coalition électorale, c'est plutôt les retraités et les CSP+, et donc il se fait plutôt réélire dans des arrondissements, dans des circonscriptions comme dans le 16e arrondissement, dans l'Ouest parisien. Ça, c'est la sociologie électorale d'Emmanuel Macron aujourd'hui en 2022. Et pourtant, Gérald Darmanin, lui, vient de Tourcoing, une sociologie électorale qui est complètement différente. Donc, je ne comprends pas du tout cette citation. Je pense